Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et de retour avec vous sur Sud Radio, il faut toujours écouter Jean-Paul Delperrier, toujours. Avec vous pour commenter l'actualité avec Éric Tegner, journaliste président de Frontières. Tous les vendredis, on vous retrouve face à Alex Darmon dans La Vérité en face, animé par Patrick Roger. C'est Jacques Miard, maire de Maison Lafitte. Je rappelle votre brûlot Bye Bye Démocratie qui est paru chez Lafon Presse. Mathieu Bachialon, communicant, président de M2B Conseil, et Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. On va parler de la retraite, de l'âge des retraites qui d'un seul coup n'est plus tabou. On va parler de cet influenceur expulsé vers l'Algérie et qui arrivé en Algérie a été renvoyé en France. Et puis de bien d'autres sujets avec vous. On va continuer notre tour de table. Donc votre coup de gueule, Mathieu, sur les coups de gueule, sur l'explosion des frais bancaires a beaucoup fait réagir. Et j'ai une auditrice qui me dit le scandale, c'est surtout que plus on est riche et moins on paye de frais de compte. C'est-à-dire que vous arrivez toujours à négocier quelque chose. Ça, et puis une baisse considérable de services. On voit que après avoir vidé les centres-villes pour installer des agences bancaires absolument partout, à la place des cafés, à la place des boutiques, maintenant ils ferment les agences bancaires, on disparaît, vous n'avez plus de personnes avec qui discuter, vous avez des serveurs vocaux, c'est une déshumanisation totale de ce service, quand le service fonctionne. Et puis, encore une fois, si c'est pour avoir une banque qui est de plus en plus une boîte à chaussures, où vous mettez des sous et de toute façon vous les retirez, les banques en ligne font aussi bien, et je vois pas l'intérêt, je vois pas pourquoi ils font monter des tarifs pour un service qui n'existe plus. Ouais. Alors, votre coup de gueule, Arnaud? Oui, mon coup de gueule, c'est un recours qui a été lancé par 2 associations écologiques pour revenir sur une loi qui permettait d'installer de manière plus facile des usines en France, parce que nous avons besoin de réindustrialiser. Et on voit bien ce qui est en train de se passer. En vérité, c'est un sous-titre passionnant. C'est-à-dire que la France, qui a besoin de payer ses 3300 milliards de dettes, c'est pas en coupant 10 milliards ici ou 3 milliards là, c'est évidemment en faisant de la croissance, en redevenant un grand pays industriel et en produisant. Ce qui se passe, c'est que, à l'exemple de ces 2 associations, dont on ne connaît pas exactement les tenants et les aboutissants, il y a une stratégie qui est lancée depuis très longtemps par des ONG dont on ne sait pas exactement qui sont les gens qui sont derrière, qui les financent. On sait que c'est, par exemple, à Bruxelles, qui est le grand lieu de la décision économique et réglementaire, et la France d'ailleurs prend beaucoup de réglementations dans le visage, il y a 3500 ONG. Vous imaginez, il y a 3500 ONG qui pondent des rapports en permanence et qui aboutissent finalement à viser des industries souvent hyper stratégiques pour la France. L'énergie et l'armement. On voit que l'armement l'année dernière, c'est 18 milliards d'euros pour la France. Et l'énergie, on a vu la crise de l'énergie, ce que ça a produit. Nous avons besoin d'une énergie à bas coût et abondante, et que ces réglementations qui se mettent les unes au-dessus des autres nous empêchent de nous réarmer industriellement. Et puis surtout, elles favorisent d'autres pays qui n'ont pas les mêmes choix stratégiques que nous. Donc il va falloir penser à ça aussi, parce que on va discuter du budget tout à l'heure, et on voit que dans le tour de table de l'exécutif se rajoutent les socialistes et peut-être les écologistes. C'est peut-être pas une très bonne nouvelle en vérité pour la croissance et pour l'industrie française, parce que ces gens-là qui sont souvent sous influence de ces fameuses ONG risquent de transformer notre pays non pas en une pépite industrielle, mais au contraire dans un pays qui va devenir de plus en plus dépendant, soit énergétiquement, soit industriellement, d'autres pays à l'extérieur. À signaler que le solde du bilan des ouvertures et fermetures d'usines qui a été réalisé par Usine Nouvelle est négatif, c'est-à-dire qu'on a fermé plus de sites industriels qu'on en a ouverts, et on voit si le but c'est de transformer, comme c'est le cas à Paris avec Anne Hidalgo, Paris en une ville qui est seulement une ville touristique, pour faire un parc d'attractions. Est-ce que la France, ça va devenir un parc d'attractions géant, où finalement on aura que nous serons dépendants que de notre patrimoine matériel et immatériel, pour reprendre ce nouveau terme, patrimoine immatériel. C'est un peu juste, et puis c'est contre complètement l'identité de la France. La France, c'est un grand pays d'inventeurs, c'est un grand pays d'industrie. Voilà, il est temps qu'on revienne un peu surtout sur... Et à signaler que Le Monde nous apprenait, Le Monde, ce journal de référence, qu'il faut lire mais qu'il ne faut pas
qui croire. fut de référence. Non, mais là, ils reconnaissent que, vous évoquiez Paris, c'est une parenthèse, que la politique tournée uniquement vers le vélo a fortement pénalisé les bus. Bah, dis donc. Le seul moyen de transport accessible, donc on ne circule pas dans Paris, c'est une découverte. On est passé du parc d'attractions au cirque, donc c'est plus ça qu'on est en train de retrouver à Paris aujourd'hui. Mais sur les usines, Jacques Miard, vous voulez réagir? Oui, alors premièrement, dans ce que vient de dire Arnaud, il y a 2 points majeurs. Un, les ONG. C'est une catastrophe. Les ONG ont parfois... Organisation non gouvernementale. Oui, non, mais il y a un moment, ça suffit. Hein. C'est pas eux qui doivent décider quelle doit être la politique d'un État. Parce que ça pousse un peu loin. Et ça, c'est un problème. Deuxièmement, c'est aussi la place de l'industrie dans les traités. La place de l'industrie dans les traités est renvoyée au titre 17 et elle doit être conforme à ce qui est avant une concurrence loyale. Et donc ça va pas. Il n'y a pas de politique industrielle, ni en France, ni au niveau européen. Et ça, c'est un problème majeur sur lequel il va falloir revenir. Et le dernier point, c'est que malheureusement, nous souffrons de manque d'investissement. C'est dramatique. Et ça, il faut changer de politique. Ouais. Là-dessus, d'ailleurs, il y avait un très intéressant interview du patron d'Amazon, c'était juste avant Noël, qui expliquait que lui, il avait voulu justement, parce que souvent c'est l'histoire des serveurs, ils font vraiment des parcs géants, ils ont besoin justement de construire, et il alertait en disant, mais vous savez, c'est très dur chez vous parce qu'il y a un problème sur les permis de construire. Bien sûr. Et tous les recours qui vont derrière. Et c'est ce qui explique par exemple qu'Elon Musk n'avait pas choisi finalement d'investir au niveau de ses usines de Tesla aussi et super batterie en France. Et le deuxième phénomène aussi, c'est qu'il y a l'industrie française, mais il y a effectivement ce type d'industrie étrangère qui a des usines en France. Et en ce moment, depuis la dissolution et le chaos politique, à chaque fois qu'il faut choisir entre 2 pays à compétences égales, c'est la France qui y perd. Donc on perd progressivement, il y a de plus en plus de décisions d'investisseurs étrangers qui, à dessein, on ne va pas les bloquer pour ça, disent on va fermer, on va délocaliser. Mais le diable va encore plus dans les détails, Eric. C'est-à-dire que par exemple sur le nucléaire, on a carrément mis ces ONG dans les organes de décision. Bien sûr, de décision. Pourquoi pas on va avancer. Eric, vous aviez un coup de gueule? Alors tout à fait. Moi, je vais vous parler de Louis Boyard. Alors Louis Boyard, vous le savez, vous ne l'entendrez certainement plus à l'Assemblée nationale à partir de début février ou du 26 janvier, puisqu'il a décidé de devenir maire de Villeneuve-Saint-Georges. C'est un peu passé sous les radars. Alors les pauvres, non, parce que finalement, une partie, en tout cas de la population, ça sera complexe pour eux. Une autre sera ravie. Aujourd'hui, il a fait 61% des voix aux élections législatives sur la ville de Villeneuve-Saint-Georges, donc il est en pôle position et il nous a dévoilé sa liste, justement, c'était mardi soir, donc 36 candidats. Alors j'ai pu éplucher un petit peu les gens qu'il y avait dessus, parce que pour l'instant une certaine presse essaye d'expliquer que c'est une nouvelle chance pour la France, hein. On lui fait une bonne propagande. Moi je vais vous parler de cette propagande. Par exemple, la deuxième sur sa liste, donc son bras droit, celle qui sera la première adjointe, ceux qui nous écoutent savent l'importance qu'une première adjointe peut avoir, eh bien elle s'affiche en plein meeting à côté de lui. Elle s'appelle Fadwa Sadak. Elle a un kéfier sur lequel il y a la mosquée de Jérusalem et écrit en arabe cette phrase pleine de paix: Jérusalem est à nous. Donc ça, c'est exactement la deuxième de liste. On a également le numéro 7 qui s'appelle Mohamed Ben Yaklef. Alors ce monsieur, il soutient quelqu'un de très présentable qui est l'imam salafiste de la mosquée de Pessac. C'est un Nigérien sous OQTF qui en ce moment est justement... Et on peut se présenter sur une liste électorale en étant sous OQTF? Bien sûr. Ah non, ce monsieur-là soutient quelqu'un sous OQTF. Non, ça arrivera bientôt, chère Valérie, mais pas encore. Attendons un petit peu le progrès. Et donc, ce monsieur-là, il défend, il a ce type de positionnement. Et on est sur une liste également qui est totalement revendiquée communautaire. C'est-à-dire affiché comme tel, etc., de la part de Hugh Boyard. Et on est sur une ville aussi, encore une fois, tous les habitants, les pauvres, une partie évidemment n'en voudra pas, mais on est sur 35 000 habitants, 12 000 étrangers sur la ville. Il y a quasiment la majorité des quartiers qui sont sous QPV. On sait que les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, donc en gros c'est les 1200 quartiers où s'il y a des émeutes, c'est ça qui brûle. Donc c'est majoritaire justement à Villeneuve-Saint-Georges et en général majoritairement, c'est les statistiques nationales, à 45%, ils votent pour LFI, l'extrême gauche. Et ce monsieur, pour terminer, Louis Boyard, qui met en avant justement la diversité permanente, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a justement mis de côté
Mamadou Traoré, qui devait normalement être numéro 1 sur la liste, qui était LFI, qui avait tout préparé, il avait le nom de sa liste, il avait même son clip de campagne qui arrivait. Et donc Louis Boyard qui disait, vous vous rappelez à chaque fois qu'il soutenait par exemple Rokhaya Diallo, qui disait qu'il y avait trop de blancs sur l'affiche du NFP et d'annonce, eh bien lui il débarque, il dégage Mamadou Traoré et il se présente à sa place. Ça, c'est un bel exemple. Et il a des chances d'être élu ou pas ? Elle a de grandes chances et potentiellement ça pourrait même arriver au premier tour le 26 janvier. Mais début février, il faut s'attendre. Et ça participe de l'ancrage local de LFI. On sait avec David Guiraud à Roubaix, on sait avec Delogu à Marseille. C'est intéressant, ça montre quand même une réalité aussi de certains territoires français qui élisent français, j'ai envie de dire. Mathieu, voilà. Non, mais alors que Mathieu LFI Baccarin. soit communautariste, ça va surprendre personne ici, et que Louis Boyard soit un des plus fidèles représentants de cette tendance, ça va étonner personne non plus. En revanche, je note que Éric est très tatillon et a fait des recherches sur la liste quand il s'agit des LFI. Il l'est un peu moins quand il s'agit de notre famille politique, quand c'est candidat du Rassemblement national. Parce que les autres font le boulot. Il y a le service public avec nos impôts qui fait déjà le boulot sur le RN. Je suis pas persuadé. Pas besoin d'aide en fait, mais personne le fait sur le boulot. Donc, une réaction, Jacques. Deuxièmement, rappelez que, alors je sais pas d'où les chiffres des 12 000 étrangers à Villeneuve-Saint-Georges, mais rappelez qu'a priori s'ils sont étrangers, ils ne vont pas voter. Donc du coup, ils vont pas. Il n'y a pas de lien à faire avec le résultat de ils ont des l'élection. contacts avec l'étranger, du coup ils comprennent votent pas. le voisin. Bien sûr, pas. mais ça a un impact. Et troisièmement, de dire que a priori Louis Boyard est pas forcément sûr d'être élu là-bas, parce qu'il y a quand même deux autres candidats, notamment une candidate LR avec qui nous avions débattu la semaine dernière ici. J'ai oublié son nom, mais qui est assez sympathique. Oui, et une liste du Parti communiste. Ouais. Dire que le Parti communiste qui je ne suis pas communiste, mais on peut reconnaître dans certaines villes que les municipalités communistes et les militants communistes ne sont pas tous passés avec armes et bagages à la France insoumise, et continuent d'essayer de porter le fer lors des campagnes comme ça. Et là, vous aviez raison, c'est dire que Louis Boyard arrive comme une star en dégageant un petit peu les militants actuels. Et donc la liste communiste qui, elle, a priori, est quand même plus implantée localement, va essayer de faire taire et de faire battre la star des plateaux télé. Il me semble qu'il y a une dizaine d'années, Villeneuve-Saint-Georges avait failli passer RN comme ville. Alors, oui, en fait, il faut savoir d'ailleurs que même la circonscription de Louis Boyard, s'il la quitte, c'est que dans le cas en face d'un LR-RN, il peut perdre. Oui. On est sur des cas très intéressants comme ce qui s'est passé avec Rachel Keke face à Vincent Jeanbrun. Sur la zone, la circonscription de la LRO, c'est la même chose. C'est qu'en fait, quand il y a un vote LFI très fort des quartiers, etc., de l'autre côté, ça se fissure entre LR et RN. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler de Miss France qui refuse de répondre à la question à savoir si elle est Charlie ou non. C'était mercredi dans l'émission Média de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors on va parler évidemment de l'âge de la retraite, du budget, mais je voulais faire une précision sur Miss France. Vous savez que nous avons reçu avec Gilles Gansman dans l'émission Média Miss France mercredi, que cette émission Média commence par un zapping et que, pas de chance pour elle, l'actualité était très chargée puisque nous étions au lendemain de la mort de Jean-Marie Le Pen et au lendemain des commémorations de Charlie Hebdo. Donc l'émission commence toujours par ce zapping et on fait réagir l'invité qui est là. Gilles a passé un son d'Elsa Wolinski qui dit « Ces dessinateurs sont morts pour rien ». On lui a posé la question de savoir si elle se souvenait où elle était quand cet attentat a eu lieu. Elle nous a répondu que oui, elle était avec des amis, qu'elle avait été terrifiée. Et Gilles lui dit « Est-ce que vous êtes Charlie ?» Et là, elle fait une moue et elle dit écoutez le son. Vous êtes Charlie ? Je ne me prononce pas. Non, c'est pour la liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème ? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou. Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre ? Non. Ça aurait été cool de dire oui, non ? Non. Bon, moi j'avoue que sur le moment, elle n'a pas voulu répondre sur Jean-Marie Le Pen, elle n'a pas voulu répondre, je ne sais plus, sur une autre question en disant je ne fais pas de politique. Sauf que
Il y avait peut-être une réponse un peu entre les deux à faire. Enfin, il y avait une autre réponse que dire je ne me prononce pas. Et vous rappeliez ce matin dans l'émission, dans le face-à-face, qu'elle a 34 ans aujourd'hui. Ah oui, pour moi, il n'y a aucun Éric lien Tegner. entre Jean-Marie Le Pen, se prononcer sur Jean-Marie Le Pen, c'est un sujet politique, et se prononcer sur Charlie. Moi, je trouve que ce qui m'a choqué dans ce qu'elle dit, effectivement, c'est que bon, elle a 34 ans, elle est censée, voilà, je suis Charlie. Normalement, c'est la phrase qu'on dit quand on nous pose la question, surtout pour les 10 ans de Charlie Hebdo. Surtout quand on regarde l'image, quand on la voit sur sa réaction. Moi, je vous félicite de cette interview parce qu'elle est vraiment illustrative du problème qu'on a avec la nouvelle génération. Pour moi, on sent qu'elle dit non, parce que si je m'exprime, ça va être une bombe. Ouais. Et C'est-à-dire donc, je ne peux pas vous donner mon avis. Et avant, le politiquement correct, c'était justement de dire eh bien, je suis Charlie. Aujourd'hui, ça s'inverse. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est ce qui s'est passé hier. Ça a été repris sur les réseaux. Et les réactions des gens, c'est-à-dire que poser cette question aujourd'hui est un signe de fascisme, Alors moi, ça m'a fait d'extrême droite. Ça m'a fait penser à C'est-à-dire- Danielle Obono. Ouais. Quand elle avait été élue en 2017, elle était interrogée chez vos confrères et qui lui demandait est-ce que vous pourriez dire vive la France. Et elle voulait pas répondre. On est en train, il y a des choses qui font partie quand même un petit peu de l'univers républicain, même national en fait, parce qu'encore une fois, rappelons-le, c'est quand même des terroristes qui ont assassiné Charlie Hebdo. Mais eh bien, ça devient un sujet politique. Juste, oui, vous allez réagir, mais je vois les réactions qui me disent dans son contrat, elle n'a pas le droit de faire de politique. Mais enfin, poser la question, être Charlie, est-ce que c'est faire de la politique? C'est ça qui me choque, Mais moi, c'est aujourd'hui. devenu- c'est devenu C'est-à-dire ça, Valérie, en fait. qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un, est-ce que vous êtes d'accord, finalement, pour qu'on tue des gens? Non, c'est pas que ça. Vous faites est-ce là, que- c'est un raccourci que vous faites. Alors, Être Charlie, c'est pas que ça. être Charlie, c'est être pour la liberté mais d'expression. C'est c'est dire, pas que on ça. peut dessiner. C'est pas que ça. Alors, Pas- c'est quoi? Alors, allez-y. Non, mais peux moi, être abonné, hein. moi, je vais pas être d'accord avec vous. Ouais. Voilà. Je pense que on peut être Charlie et on peut ne pas être Charlie. Non. En réalité, si. En Moi, même temps, il se trouve que non, mais il se trouve. Alors, je expliquez-moi. vais vous mettre à l'aise. Moi, il se trouve que je suis Charlie. Vraiment, j'ai toujours été sur cette tendance-là. Alors, c'est quoi pour vous être Charlie? Pour moi, mais moi, je suis Charlie, mais c'est pas un dogme, c'est pas une religion Vous révélée. pourriez pas c'est- l'être, hein, mais vous n'êtes pas Miss France. Non, mais alors, on va se calmer déjà. C'était pas une insulte quand je disais ça. Déjà, il y a le fait d'être Charlie. Je pense que c'est adhérer à une certaine histoire, à l'histoire de ce journal, à ce qu'il a fait dans la défense, pour la défense du droit à la caricature, pour une certaine idée de l'humour qui peut être un humour potage, qui peut être un humour qui va beaucoup plus loin, qui va à l'encontre là aussi de tous les dogmes et de toutes les religions, parce que Charlie c'était quand même ça, hein, qui s'est moqué de toutes les religions, de tous les dogmes. Voilà. Et je pense que le fait de demander à quelqu'un s'il est Charlie, avec cette insistance qu'a eu Gilles, Gilles. non, je pense, hein, vraiment. Parce qu'on est sidéré. Mais, Enfin, pardon, mais- on est sidéré. Être Charlie, c'est Moi, je me pense semble-t-il, que cette dire jeune qu'on femme- peut se je moquer pense des que cette religions. jeune femme peut ne pas répondre à la question. Elle est 10 ans Elle Charlie. n'est pas obligée Alors, de dire qu'elle est Charlie. Je suis on désolé. est le Ce n'est lendemain, pas- on est le lendemain des attentats. Des programmes, Et alors on me dit effectivement, elle n'a pas le droit de parler de politique. Il y a Sauf que déjà le, ça. non mais Il y a sauf que le déjà ça qui réchauffement existe. climatique, ça Mais lui même- pose mais pas de même En problème. dehors du fait qu'elle n'ait pas le droit de parler de politique, je vais rester sur le fond. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans une sorte d'inquisition pour dire à la personne est-ce que tu es Charlie. Mais est-ce que Je vous pense vous qu'on rendez peut compte de aujourd'hui- ce que vous dites J'assume complètement. Mais d'être demander moi. Charlie, c'est de l'inquisition. Mais je pense que cette personne peut ne pas répondre à la question Oui. et peut, si elle peut aussi ne pas avez être raison, Charlie. mais pas sur je les ne suis 10 ans. pas d'accord avec elle. Pas lors d'un Je ne anniversaire. suis pas sur cette ligne-là. Mais- Mais je pense qu'elle peut l'être Mais- et qu'on n'est pas obligé en France Mais d'être on- forcément Charlie. Mais sans Même être si moi je le Charlie, suis. d'accord, mais Voilà. sans être Charlie, on peut dire je suis pour la liberté d'expression. Mais- Point. Elle aurait Enfin, pu dire ce qui est d'accord. arrivé. Enfin, On ne vous meurt avez pas vu. pour des Ok, dessins. c'est pas une spécialiste non plus des médias. Vous avez très bien vu comment elle est. Enfin, je pense que elle peut. Nous sommes- on la peut différence, aussi. la on peut différence, c'est aussi que nous lui sommes faire 10 ans après les événements dramatiques qui ont touché Charlie Hebdo, et que oui, c'est devenu un sujet politique. C'est ça le problème. C'est que cette défense de Charlie Hebdo, avec ces centaines de milliers de personnes qui ont manifesté pour la liberté d'expression, pour Charlie Hebdo, en mémoire de ces gens qui ont été tués. Charlie Hebdo, c'est pas ma cam, mais quelquefois, contre moi-même, Moi, c'est ma cam. Moi, c'est ma cam, ça me Charlie fait rire. Hebdo, justement. Non, mais ça me fait rire. C'est tellement pense noir et qu'il tellement faut, outré quelquefois on que ça me sait fait pas. rire. Je Oui, vais juste allez-y. terminer. Sauf que ce sujet est devenu hyper politique. On a vu des études qui ont été faites. On a demandé à des lycéens s'ils étaient Charlie, etc. Ils ont dit non parce que les caricatures, ça me touche et que je veux pas qu'on le fasse. Ça m'offense. Et ça m'offense, exactement. Et que ce sujet C'est ça le D'ailleurs, sujet. a produit quelque Mais dans chose ces cas-là. d'extraordinaire, c'est qu'il a produit un immense divorce dans la gauche. Il y a cette gauche qui tout d'un coup a dit
avec la France Insoumise notamment, que non, c'était une insulte à nos compatriotes musulmans. Ils se sont arc-boutés là-dessus. Et puis vous avez une gauche qui aujourd'hui finalement qui se compte. Qui continue de dire non, on a le droit de dire ça, ou c'est une posture pseudo courageuse en disant non, mais je veux pas revenir sur ce que j'ai dit, c'est Charlie, mais il faudrait quand même pas trop exagérer. C'est ce qui a été dit. Pardon, je veux dire, c'est quand même. On parle de Miss France. Mais Miss France est devenue aussi un véhicule politique. Miss France, si demain on lui dit est-ce que vous manifestez contre tel ou tel pour le deuxième tour d'une élection présidentielle, elle sera au premier rang avec sa couronne et son truc et tout le comité Miss France. Non, bien sûr que si. Non, mais ils sont comme les politiques. footballeurs, etc. Alors, Mais c'est pas vrai, Jacques Méard. Pour l'instant, moi je suis assez sidéré, je dirais, des tergiversations, notamment de Mathieu, même si je peux le comprendre, il a dit, etc. Charb m'a brocardé. Je garde toujours ce croquis, donc il m'a brocardé et j'ai toujours son dessin. Il est mort. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas tergiverser. C'est la liberté d'expression. C'est le fait de pouvoir dire dans un pays ce qu'on peut le dire, ce qui ne signifie pas qu'on approuve. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est simple de répondre ça. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, il n'y a pas à tergiverser. Mais là, on parle parce que on la ne liberté d'expression, c'est pas vrai. Mais on ne me demande pas mon avis. C'est pas mon avis, moi. Mettons-nous dans le. C'est pas la question, c'est de savoir si nous sommes ou un responsable politique. Mais on n'a pas à tergiverser. Il y a pas. Pardon, c'est Miss France. C'est Miss France. On lui peut. Enfin, c'est pas une poupée. Elle n'est pas en sucre. Et on nous Jacques Méard, et on nous a dit que ce n'était plus qu'un défilé de nanas en maillot de bain, qu'elles avaient une conscience, qu'elles voulaient défendre la paix dans le monde, etc. Sur le réchauffement climatique, ça pose pas de problème de dire de parler de ça. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'on me dise qu'on n'aurait pas dû poser cette question. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on nous dit vous ne devez pas poser la question. Est-ce que vous êtes Charlie? Vous posiez la question. Mais après, oui, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on me dise qu'on est. Ça aurait été cool que vous disiez ça. Enfin, elle peut penser. Enfin, elle n'est pas obligée. Interloqué, parce qu'il est interloqué. Enfin, encore une fois, je pense qu'il faut faire. Là, mais pourquoi pas d'avis sur cette question? C'est ça ma question. C'est pas une question de ne pas avoir d'avis. Je pense que Arnaud disait qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui étaient réticents par rapport au blasphème et tout. Et ça, je trouve effectivement que c'est quelque chose de grave, mais il faut le faire, à mon avis, en faisant de la pédagogie, en faisant de l'histoire, en expliquant ce que font très bien des associations, notamment des associations qui sont proches de Charlie, qui vont dans les lycées, qui expliquent ce qu'est la laïcité, qui expliquent ce qu'est le droit au blasphème. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire. Je ne pense pas que ce soit forcément en arrachant de la bouche de Miss France qu'elle est Charlie. Je pense pas que ça fasse avancer. Mais parce que je ne pense pas que Gilles imaginait un seul instant que ça provoquerait ce malaise et cette polémique. Je veux dire, c'était facile de répondre. Je pense que c'est terrible que ces dessinateurs soient morts, ce qu'elle nous a dit un petit peu avant, et on devrait pouvoir décider. Enfin, il y avait une phrase, il y avait moyen de s'en sortir. Elle est libre de dire ce qu'elle veut. Vous n'allez pas lui dire ce que vous. Ça, c'est ce que vous attendez qu'elle réponde. Mais pourquoi elle ne répond pas oui ou non? C'est-à-dire que moi, j'ai entendu Jean-Michel Apathy hier sur RTL dire moi, c'est-à-dire que moi, Apathy, je suis très choqué qu'on elle n'est pas à l'aise. Très à l'aise. En tout cas, sur cette séquence-là, elle n'est pas extrêmement à l'aise pour répondre. On voit bien que pour ne pas mentir aux auditeurs, quand on dit on a le droit de, bien sûr, il n'y a pas un délit aujourd'hui qui fait qu'elle va aller en prison. De non-charlisation. Ce qu'elle a dit, elle a le droit de le dire. Et les gens qui nous écoutent en ce moment, s'ils ne sentent pas Charlie, ils ont le droit de le dire. Bien sûr. En revanche, nous, on a le droit de considérer que normalement Miss France, c'est pas l'échelle de valeur qu'on souhaite. Oui. Et que ça représente quelque chose, c'est quoi? C'est progressivement la réhabilitation du terrorisme. Non, mais au bout du compte, si, parce que, mais bien sûr, mais c'est quoi? Là, vous avez fait un raccourci qui est assez hallucinant. Le nombre de gens, parce que Miss France n'a pas voulu répondre, elle réhabilite le terrorisme. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ceux qui sont pas Charlie, au final, c'était une partie des profs qui ont dit à Samuel Paty, écoute, tu déconnes, on ne soutient pas, tu vas trop loin. À la fin, il se fait décapiter. Voilà la réalité. C'est parce qu'on est en train de comprendre. D'ailleurs, en ce moment, tout le monde dit quoi sur les plateaux? On dit depuis 10 ans, ça n'a pas changé, c'est triste. Mais non, depuis 10 ans, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Alors, au début, c'était des terroristes. Maintenant, c'est plein de petits jeunes qui ne sont pas des terroristes et qui juste moi, ce qui me fait ce qui est marrant, c'est quand même de voir que Eric, vous défendez Charlie quand ça vous arrange. Ah non, j'aime pas du tout Charlie. Alors là où je suis d'accord, j'ai jamais lu Charlie. Jamais j'ai donné 1 euro à Charlie. Je n'aime pas du tout ce qu'ils font. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, on est d'autant plus Charlie qu'on les aime pas. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Oui, mais c'est
on les aime pas. Je disais tout à l'heure, échelle de valeur. Je pense terroriste attaquer quelqu'un juste parce qu'on n'est pas d'accord. C'est pas ce qu'elle a dit. Bah, ils comprennent. Alors, on se retrouve dans un instant. Jacques, vous pourrez avoir une réaction. Et puis, on va parler de Bruno Retailleau qui vient de déclarer l'Algérie cherche à humilier la France. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on va parler aussi de l'Algérie. Jacques Maire, vous voulez redire un mot ou pas sur Charlie? Je vous ai vu lever le doigt. Que je comprends bien, au fond, ce que veut dire Mathieu, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut être clair. Il ne faut pas tergiverser. Et quand on vous pose la question, êtes-vous Charlie ou non, la liberté d'expression, c'est ce qu'on doit dire et ce qu'on doit défendre. Point barre. Oui, et il ne faut pas tergiverser, car on crée la confusion et on donne des atouts. Vous voyez bien que c'est pas clair, que si, que ça. Non, il y a un moment, il faut trancher. Et pour avoir cette réponse, il faut convaincre. On n'arrachera pas cette réponse par la contrainte, ça n'a pas de sens. Mais il faut faire le travail. Je pense qu'il faut faire le travail pour faire comprendre justement ce qu'est l'esprit de Charlie et que les gens adhèrent. Il faut faire pour que justement et que la dénonciation des riches, des puissants, et donc de la société organisée, à commencer par l'Église catholique pendant très longtemps, qui a été une cible favorite de Charlie Hebdo, etc. On est passé à un glissement sémantique où tout d'un coup, on nous dit, ah d'accord, la liberté d'expression, d'accord, mais le droit au blasphème, ça pose un problème. Et il est là en vérité, elle est là la vraie question. C'est que le droit au blasphème, il ne vise que le blasphème envers l'islam. Et c'est ça le risque. Et que tout le monde a commencé à se cacher. Et qu'il ne suffit pas de couper. Je ne sais plus qui écrivait, je crois que c'est Alexandre Delval qui expliquait ça. Il disait, il suffit pas de couper des têtes, il n'y a pas que des têtes qu'on coupe. On coupe aussi les micros, on coupe aussi les financements, on coupe aussi des gens de la possibilité de parler. Et que finalement, le droit au blasphème devient aussi une menace contre la liberté d'expression parce qu'on empêche les gens de parler de cela. Ce qui est certain, c'est que pour moi, le seul sujet aujourd'hui, c'est le sujet de l'islamophobie. Ça veut dire que, en fait, cette Miss France, quand elle va, comme d'autres, considérer que dire je suis Charlie, c'est un sujet politique, c'est pas la même chose. Bref, c'est cette idée que on est dans un monde où les musulmans, ce sont aujourd'hui les damnés de la terre. Ce sont les victimes, ils se font massacrer, etc. Et donc, il faut créer un cas très spécial. Par d'autres musulmans aussi dans d'autres pays. Oui, mais au bout du compte, la faute, c'est l'homme blanc colonisateur qui a mis le bazar partout. Et donc, face à cela, eh bien, il faut créer quelque chose qui va leur permettre à eux de porter le niqab, de porter la burqa, d'avoir plein de mosquées, d'avoir demain des minarets, etc. Parce que justement, c'est cette culture de la victime, c'est cette intersectionnalité des luttes. C'est pour ça qu'on trouve autant de wokistes avec aujourd'hui des islamistes, parce que ce qui les réfugie, c'est ça, c'est cette idée qu'à chaque fois, on va aller voir les damnés de la terre. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'inquiète dans ce que vous dites, je pense que vous n'avez pas la portée de la chose, c'est qu'en fait, dans 30 ans, si dans les livres d'histoire, si dans les livres d'histoire dans 30 ans, on dit effectivement, on a eu raison de finalement se dire que je suis charliste, c'est un sujet politique, qu'il ne fallait pas qu'il y ait de cohésion nationale dessus. Mais qu'est-ce qu'on va en tirer comme conclusion, les jeunes? Ils vont en tirer que dans le fond, si à l'époque de Charlie, on avait eu cela, il n'y aurait pas eu Charlie. Et donc, cette idée qu'en fait, ils l'ont quand même, non pas un peu bien mérité, mais il y a une cause-conséquence. Et c'est ça le problème quand même, c'est cette réhabilitation. Cette idée que pour aller sur une paix sociale demain entre différents peuples, eh bien, il faut qu'il y en ait un des deux qui se soumette. C'est pas ça. Et celui-là, c'est le peuple français. Je redis que la parole « je suis Charlie » ne sera jamais aussi forte et aussi belle que lorsqu'elle est consciente. Et qu'elle est exprimée avec la connaissance de tout ce que ça je pense. Je suis d'accord. Moi, je suis pas pour les mettre en prison. Mais je suis pour les mettre. Et je dis commentaire d'Éric sur les mosquées.
marotte et C'est voilà. ça, bah si, parce qu'ils vont dire qu'il y a plus d'églises que de mosquées. Bah, je suis désolé, c'est leur discours. Découler ça de la non-parole de cette pauvre Alors qu'il y a Miss plus de France, c'est pratiques. quand même Non, assez... Moi, ce qui m'a encore une fois heurté, c'est les commentaires, enfin heurté avec modération, c'est les commentaires dessous en disant radio fasciste, vous ne deviez pas poser cette question, mais au nom de quoi il y a des questions qu'on peut poser ou pas poser. Le coupage de micro. Le coupage de micro, c'est ça. vous n'avez pas le droit. Mais au nom de quoi il y a des questions qu'on ne peut pas poser à certaines personnes. Non, c'est pas vous, mais je dis les commentaires qui étaient sous cette vidéo m'ont sidéré par. On est fasciste quand on pose cette question. Thibaut Inchep, il est d'ultra droite parce qu'il a un drapeau français dans sa salle de sport. Non mais c'est le monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'avant on était sur des débats politiques. Aujourd'hui, je suis désolé, le terrain politique il s'est basé sur, quand même au bout du compte, deux peuples qui s'affrontent. Il y a quand même cette idée-là. Oui, bien sûr, ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça que je suis pas pour couper les micros, parce que les micros ils les ont déjà. Ils sont en Algérie, ils sont dans tous ces pays-là à chaque fois, qui leur donnent les bonnes infos et qui ont ce discours anticolonial, etc. Qu'est-ce que vous entendez par peuple? Quel peuple? Aujourd'hui, on est sur une conquête islamique qui est perpétrée aussi par les flux migratoires. S'il y a bien une chose qu'il faut couper, c'est ça. Et on arrive progressivement à ce qui se passe au Royaume-Uni. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a effectivement des millions de gens qui ont cette idée-là, qui viennent de pays, je suis désolé, quand on voit l'Algérie qui parle de nous en ce moment, sont quand même clairement des antisémites. Donc c'est pas parce que la personne qui, quand elle prend le bateau pour aller en Europe, d'un coup sur le trajet, elle change pas d'avis. C'est-à-dire qu'on importe des antisémites, c'est quand même une réalité. Et donc d'ici quelques années, il y aura des gens qui vont nous dire oui mais il y a 15 millions de Français. Vous pouvez pas dire ça. Vous vous appuyez sur quoi pour dire ça? Pardon. Soyons un peu sur la couverture par rapport à Boualem Sansal qui s'est faite du gouvernement français des antisémites. Soyons un peu sérieux. Basons-nous sur des données. J'ai pas dit que c'était sur des données tangibles. Parce que là, on peut pas dire ça. J'ai une donnée tangible. Sur le 7 octobre, 45% des jeunes musulmans, selon l'IFOP, justement, considéraient qu'ils n'étaient pas choqués par ça. Ça, c'est une donnée. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un autre sujet. Les jeunes musulmans qui sont souvent français. Oui, ils sont devenus français. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à l'époque, on disait il ne faut pas dire ça. Laissez parler Jacques Miard. Allez, imposez-vous. Voilà. Non, mais il y a un moment, il faut quand même chacun s'exprime. Il y a un combat culturel. Ce combat culturel, c'est que la France, c'est un certain nombre de principes, c'est un certain nombre de valeurs, et que nous devons les enseigner. Nous avons trop failli dans ce stade. Et ça, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle, Mathieu, je comprends ce que vous dites, mais pour, je dirais, avoir de la pédagogie derrière, il faut avoir de la clarté dans la position de base. L'axiome que la France, c'est la France, et ce n'est pas un pays autre. Nous sommes un pays laïque, avec des forces et des valeurs. Oui, mais vous avez un peuple, une population qui a évolué. Il faut qu'elle se plie. Au Royaume-Uni, il y a des polices communautaires maintenant. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette affaire de cet influenceur algérien qui a été expulsé jeudi vers l'Algérie. Il avait publié une vidéo qui appelait à la violence. Il a été renvoyé donc en Algérie, qui n'a pas accepté de le reprendre. Donc, retour à la case départ. Et il a été placé dans un CRA, donc un centre de rétention administrative. Est-ce que la question qui est posée... Ça ne pourra pas dépasser 90 jours. Exactement. Camouflé pour Bruno Retailleau? Ça veut dire qu'il n'a pas les moyens de... Non, c'est la France qui n'a pas les moyens. Enfin, on n'est pas l'Europe en général. Oui, mais il le disait Eric, il y a des pays, ils ont tellement peur maintenant, ils ne l'auraient même pas envoyé dans un avion, ils l'auraient gardé en s'excusant, en disant mais bon, toujours des temps égales par ailleurs. Liberté d'expression, pour le coup, lui aussi, il a le droit. C'est peut-être un artiste. Hein, il était peut-être en train de faire de... Il va le devenir. Voilà, il va le devenir. Il va faire des chansons, et donc il aura le droit de raconter n'importe quoi. Non, évidemment que c'est la démonstration pleine et entière que vous pouvez faire King Kong sur les plateaux en disant vous allez voir ce que vous allez voir, en vous frappant le torse, on va mettre tous ces gens-là au pas. En vérité, vous n'avez pas les moyens, ni d'influence politique au niveau international, ni les outils légaux pour vous permettre véritablement d'expulser ces gens-là. Et vous verrez, ça va s'arrêter aussi vite que ça a commencé, parce que ça a toujours été comme ça. Mais vous pensez pas que c'est un bras de fer? Il y en a eu 2, et puis après on a été condamné par la Cour européenne, et puis après le Conseil d'État a dit que c'était pas bien, et puis après, etc. Et il se passera rien, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les moyens. Et Bruno Retailleau fait... il a un plan de com. Là, malheureusement, son plan de com vient de prendre une torpille dans les traves. Alors, il a fait des déclarations, il continue en disant nous voulons reprendre le contrôle de l'immigration. Il était à Nantes. Oui. Jacques Miard, peut-être encore un mot. Non, mais attendez, là où, et je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Arnaud, parce qu'en réalité, lorsqu'un État
refuse de reprendre un de ses nationaux, c'est vraiment, là, véritablement, une violation je dirais, de ce propre système. Et c'est ça qu'on doit exploiter. L'Algérie se met en faute. Il faut le dire et le répéter. On fait quoi On fait pipi par terre. Après, on peut prendre un certain nombre de mesures, notamment dans les visas, notamment dans les transferts d'argent. Et ça peut aller loin. On en est capable. Mais c'est pourquoi ? Parce que vous dites qu'il y a une population, c'était mon sujet de tout à l'heure. Immédiatement. Je suis désolé, vis-à-vis de l'Algérie, on a des moyens de contrainte. Ah mais moi j'en suis persuadé, mais on les applique jamais. Moi ce qui me choque et m'attriste, c'est un peu cet amateurisme qui est révélé au grand jour en réalité, parce que on voit qu'il y a des déclarations assez martiales du ministre de l'Intérieur et puis même une volonté du président de la République et sa majorité depuis 2017 de gérer ses affaires. Il y a eu des annonces qui étaient sur le Maroc, qui était en fait un coup de com'. Je ne m'exprime pas sur le fond de la décision du Sahara occidental, qui est une position complexe sur laquelle je connais mal le sujet, donc voilà. Mais c'est une position diplomatique de la France qui a le mérite d'exister. Mais on a l'impression que cette décision a été balancée comme ça, sans préparer et sans faire le travail d'anticipation de toutes les conséquences que ça pourrait avoir, notamment parce qu'on sait bien que la pression que met l'Algérie aujourd'hui sur la France, qui existait déjà depuis plusieurs années, parce que l'Algérie a quand même une relation extrêmement compliquée avec nous et sort, vous savez, ils sortent toujours dès que quelque chose ne va pas en Algérie, on ressort le totem de la France. Bon, là, ça s'est aggravé avec la question diplomatique. Et on a l'impression que ça n'a pas été prévu. On a l'impression que ça n'a pas été anticipé. Et que, alors, je convoque des temps que Jacques Miard a connus, mais je ne suis pas sûr que, à l'époque de Michel Debré, ou même, pour prendre une autre famille politique, l'époque de Pierre Jox, par exemple, il y aurait eu cet amateurisme et que toute cette histoire aurait été révélée et se serait retrouvée dans les médias. Je trouve ça assez triste de voir que, sorte d'amateurisme peut-être qu'il va se passer quelque chose. Bruno Retailleau déclare, il y a 10 minutes, on doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Donc il y a un vrai bras de fer qui est en train de... d'OQTF, si déjà sur un pauvre influenceur, on le fout dans l'avion et il revient, avec les milliers d'OQTF, on n'est pas sorti de l'auberge. D'ailleurs, au niveau des chiffres... On va marquer une pause et on va continuer ce débat tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on va parler donc de ça, on continue de parler de cet influenceur algérien, je ne sais pas ce qui se passe, on a une petite... Alors Jacques Miard, pardon, vous aviez levé la main. Oui, alors je voudrais dire une chose, c'est que en réalité, la France s'est mise elle-même en position de faiblesse. Quand vous avez un président de la République qui à 2 reprises clame en Algérie même que la France a commis un crime contre l'humanité, je peux vous dire que les Algériens ont sauté sur cette affaire et qu'on s'est mis effectivement en position de faiblesse dans le dialogue qu'on doit avoir avec l'Algérie. C'est aussi simple que ça. Et il y a un moment, malheureusement, la France et le président de la République a perdu toute crédibilité pour pouvoir justement parler d'égal à égal avec l'Algérie. Oui, alors Éric Tegner. Je vais remettre les points sur les i sur quelque chose. Souvent, on essaye de dire, effectivement, comme disait Arnaud, oui, déjà, là, on s'occupe d'un influenceur, on n'y arrive pas. Donc, les OQTF, il y en a 135 000. Des clandestins dans le pays, si on prend la fourchette donnée par Gérald Darmanin, c'est 800 000. La vérité, c'est que c'est ces gens-là qu'il faudra expulser. Donc en fait, on est en train, aujourd'hui, si vous êtes immigré illégal, irrégulier, vous avez seulement une chance sur 5 ou une chance sur 6, c'est d'avoir une OQTF. Et si vous avez une OQTF, vous avez 9 chances sur 10 qu'elle ne soit pas exécutée. Ouais, et c'est un peu comme l'histoire des CRA, etc. Il n'y en a que 3000 des places de CRA. Alors qu'en fait, les personnes jugées dangereuses, il y en a près de 40 000. Ouais. Donc là-dessus, il faut quand même réaliser aussi qu'il faut faire des plans de masse. On n'est pas juste sur un petit cas, mais l'avantage de ça, et je pense que c'était l'objectif de Bruno Retailleau, c'était de montrer qu'en fait, il n'avait pas tous les moyens. Mais pour revenir à l'amateurisme qu'évoquait Mathieu Bachelon, il savait qu'en partant... Non, il a raison. Oui, mais il savait... Mais est-ce que c'est pas une humiliation d'emmener, de renvoyer... on est humilié déjà depuis des années. Maintenant, à un moment, il faut passer le next step. Oui, mais est-ce que c'est pas pire? À ce moment-là, il fallait le laisser sur place? Non, parce que dans ce cas, vous savez quoi? Dans ce cas-là, c'est toujours les discours actuels qui, de toute façon, on peut plus rien faire, donc ça sert à rien, on régularise. Mais pourquoi ils l'ont repris dans l'avion? Le pilote avait la faculté de refuser de le prendre.
Non Je pense que le pilote, on peut pas lui laisser le. Oui, Non, mais les autos, je sais pas comme comment Miss ça marche. France. C'est une bonne question, mais Non, il y a des règles. Il y a des règles Ouais. IATA, les amis. Si le commandant dit je prends pas le passager, il prend pas le passager. Ah oui. C'est des règles internationales. Oui, Donc, c'est, bien sûr. il Et si peut- on part avec notre propre avion, parce que souvent pour ça, ça coûte 50 000 euros, ces propres avions, les Algériens peuvent refuser qu'il atterrisse. C'était quoi? C'était sur un vol commercial ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il était en place. Jacques Méard, Ça m'étonnerait. quand Bruno Retailleau dit on va prendre les moyens, on va mettre les moyens pour faire pression sur l'Algérie, vous évoquiez l'argent, les transferts, les Mais ça dignitaires jamais qui été sont fait. soignés. Et je trouve que les gens sont extrêmement. Alors ça m'étonne. Je trouve que les gens sont extrêmement sensibles au charme particulier de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il n'arrive pas de nulle part. Il appartient à une famille politique qui systématiquement, quand elle s'est retrouvée aux affaires, n'a absolument rien fait. Vous pouvez retourner ça dans tous les sens. Ils n'ont rien fait. Je ne vois pas pourquoi ça changerait tout d'un coup. Avec Monsieur Darmanin, qui est aujourd'hui au ministère de la Justice, on nous dit c'est formidable. Ils sont alignés, ils vont faire des trucs ensemble. Qu'est-ce qu'a fait Darmanin quand il était au ministère de l'Intérieur? Zéro, walou. On n'a déjà pas réussi à renvoyer chez eux des imams non français. Ouais, bah oui, on n'a pas réussi à le renvoyer chez lui. Il a fallu le récupérer en Belgique, etc., etc. Un seul, alors qu'il y a des dizaines d'imams qui normalement sont frappés de demandes d'expulsion. Il n'a pas réussi à le faire. Voilà. Le problème, c'est que nous sommes pieds et poings liés, par un manque de courage politique. Cataclysmique. Deux, mais là, il a du courage, Retailleau. Il a du courage. Mais c'est du courage de micro. C'est pas très difficile. Mais le jour où il faudra aller dans le dur, c'est-à-dire de dire les transferts d'argent vers l'Algérie, c'est terminé. Quand il s'agira de dire vous venez plus vous faire soigner à la en France, nomenclature algérienne qui vit ici dans des appartements, au fait on peut estimer que ce sont des biens mal acquis, bam, vous leur prenez les appartements. On l'a fait pour les pays africains, pourquoi on le ferait pas pour l'Algérie? Qu'on coupe les visas pour aller à l'hôpital parce qu'ils ont tous ils sont tous soignés ici, etc. Ou que leurs enfants sont dégagés des facs où ils étaient, et ben on en reparlera et vous verrez que ça se passera mieux. Et pour ça, il faut avoir un peu de courage. Ça vous paraît possible, Jacques? Non, mais bien sûr que ça paraît possible. Il y a un moment, il faut prendre des moyens de sa politique. La fin justifie les moyens, comme disait Saint-Augustin. Et donc, il est clair qu'il y a eu un manque de courage politique, mais parce que la France s'est mise elle-même dans une position de faiblesse et qu'on a eu un président de la République qui a pris des positions absolument incroyables. Et c'est là-dessus que, bien sûr, les Algériens, aujourd'hui, en Algérie, c'est du pain béni que de casser du français. Et ils vont continuer. Oui. Il y a un point que je veux souligner, c'est que qui montre l'incompétence quand même et l'organisation de nos services, en tout cas par les dirigeants, hein, pas par ceux qui travaillent, c'est que l'un de ces influenceurs avait 400 000 abonnés sur TikTok. Ouais. Donc on attend 400 000 abonnés TikTok pour repérer quelqu'un. Vous savez, à une époque, vous savez, l'islam des caves, les mecs se cachaient, fallait envoyer un RG qui était 2 ans infiltré pour identifier l'islamisme. Maintenant, c'est à visage découvert. Et surtout, c'est même pas les services qui l'ont identifié, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est sous protection policière, menacé de mort, c'est-à-dire c'est un lanceur d'alerte. Alors en 2019, Éric Dupond-Moretti avait créé justement un organe contre ça, c'est l'organe contre la haine en ligne. Je les connais bien, j'ai été convoqué 2 fois. Donc visiblement, ils ont plus de possibilités et de facultés concentrées pour convoquer des gens comme moi qui visiblement sont plus dangereux que des gens comme eux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question de priorité aussi. Et la priorité sur l'islamisme, elle n'est pas du tout à l'ordre du jour dans les consignes qu'on va donner aussi, parce que ça compte là-dessus, on sait très bien, on ne peut pas tout suivre. Eh bien, les consignes sur l'extrême gauche, les consignes sur l'islamisme, elles ne sont pas données pour mettre le paquet dessus. Monsieur Nouniez, qui est aujourd'hui préfet de police de Paris, quand il était ministre délégué à la sécurité, faisait une fixette sur exactement en inventant des complots. Il faut peut-être rappeler 2 choses. Déjà que l'Algérie est un pays qui se porte extrêmement mal et qu'il ne faut pas être dupe un pays où la jeunesse est dans la rue, avec un taux de pauvreté énorme, et donc du coup une incapacité des dirigeants algériens à se remettre en question et donc à se cacher toujours derrière ce que je disais tout à l'heure. À chaque fois que quelque chose va mal, on sort la carte de la France. La deuxième chose, j'en profite, et Valérie,
comprendrez, d'évoquer, d'avoir une pensée pour Boualem Sansal, dont on parle souvent à cette antenne. C'est le moment d'en parler, puisque au milieu de tout ça, il y a toujours Boualem Sansal qui est détenu de manière totalement arbitraire en Algérie, et de rappeler que, on en avait déjà parlé la dernière fois, ces avocats ne peuvent pas accéder à leurs clients, ne peuvent pas accéder au dossier, que non seulement il est détenu de manière arbitraire, mais que les droits de la défense ne sont même pas respectés. Oui, on l'a évoqué ici avec Arnaud Benedetti. C'est un otage. Un mot, il nous reste 30 secondes, mais quand même, le PS qui demande une suspension pour 6 mois de l'âge de départ à la retraite. Donc, visiblement, ce n'est plus un totem, ce n'est plus un tabou. On va rediscuter pour éviter une censure. C'est ça, en gros, le résumé de ce qui est en train de se passer? Moi, je trouve ça logique, de toute façon, ce qu'ils font. Déjà, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que de toute façon, les socialistes et les mélenchonistes, ils vont se retrouver ensemble. Et ensuite, les socialistes, là, on n'est pas dans un cas de figure où le Rassemblement national disait « je suis prêt à voter une motion de censure ». Et donc, les socialistes, en faisant une sorte de pacte gouvernement, sauf ce gouvernement, on n'est pas là-dedans parce qu'on sait d'une certaine façon que, désolé, mais Jean-Marie Le Pen, il a sauvé ce gouvernement parce que oui, le Rassemblement national, dans aucun cas de figure, le 16 janvier, jour de l'hommage de Jean-Marie Le Pen, va voter une quelconque motion de censure. Donc, c'est ce qui exonère les socialistes d'une certaine responsabilité, ce qui fait que dans quelques mois, on l'aura vite oublié. Donc je trouve qu'il y a un jeu quand même aussi de différenciation. Et même Mélenchon, selon moi, il en a besoin pour prouver que lui, c'est impur. Ouais. Et un mot, Jacques Miard, rapidement. Vous savez, la vérité sur la retraite, c'est combien de gens travaillent, combien de gens sont à la retraite. Si on ne relance pas la natalité en France, eh bien on va dans le mur. Ouais. Voilà. Et c'est ça le point du problème. Oui, mais la discussion, enfin on peut être étonné quand même qu'il y ait une rediscussion de cet âge de départ à la retraite. Pour moi, le 64 ans, on avait fait, vous y parliez de totem, c'est un peu la même chose que si le gouvernement tombe, les cartes vitales marcheront plus. Ouais. On a fait peur là-dessus et en fait on se rend compte qu'on peut ouvrir la discussion. Mais au bout du compte, ce sont les mêmes. Je veux dire, à un bout de la table, ce sont d'anciens socialistes, et à l'autre bout de la table, ce sont toujours les socialistes. Je veux dire, ils finiront par s'entendre, puisque de toute façon, c'est la même chose. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, Alexis Poulain sera avec lui. Et pardon pour les quelques secondes de retard. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.